Les objets trouvés et collectionnés réfèrent autant à l'art pop que la manière d'appliquer la couleur nous fait penser à l'East Village School de maintenant. Le tableau est de plus décrit comme faisant partie de l'expressionnisme sauvage, mouvement marqué en bleu sur un fond balayé de vert et de jaune. N'est-ce pas là le double signe du désir de l'auteur de s'inscrire dans un courant actuel? L'artiste emprunte donc à ses styles les figures qui les définissent. Donc, c'est non seulement dans son travail, il y a une figure, c'est-à-dire un corps humain, je le reconnais, ça me bisoune, bon, je suis sûre, c'est ça, mais il emploie les figures mêmes de l'art pop, c'est-à-dire tout ce qui, chez nous, marque qu'est-ce que c'est l'art pop, eh bien, il le reproduit dans son travail. Je propose alors que l'on analyse la démarche de John Mingola comme un passage allant de la non-figuration vers la figuration, soit à l'inverse du discours québécois dominant. Je vous rappelle que depuis les automatistes au Québec, on part toujours du contraire, de la figuration vers la non-figuration, et je crois qu'au Québec, actuellement, on assiste à l'inverse depuis au moins environ 5-6 ans. Le numéro 13, quel que c'était? Conventional Lovers No. 13, celui qui est là. Le bleu prononce les valeurs atmosphériques pendant que le jaune détermine les bordures entre les formes et la surface, ceci rappelant Rothko. J'en parlais tout à l'heure, je parlais aussi de rapport avec Van Gogh. Le peintre aîné, donc Rothko, manifestant ici les restes du modernisme. Or, la figuration surgit au moment où le travail sur et à propos de la bordure s'efface. Ainsi, les pastels de 1982-84 montrent des formes fermées, dessinées à l'intérieur d'un rectangle classique. Les formes éclateront pour sortir du rectangle par la suite et devenir des têtes de serpents ou d'oiseaux. Donc, tout le rapport de la symbolique, les fétiches dans l'art haïtien, la symbolique mexicaine vont revenir par des thèmes comme le serpent ou l'oiseau, qui évidemment, dans une culture symbolique, va avoir un autre sens. Comme le serpent, c'est très bien que chez Freud, ça veut dire la sexualité. La charge symbolique de ces animaux pourrait être alors une autre explication, puisqu'il connote à la fois le folklore mexicain et la psychanalyse freudienne. La bordure est encore employée dans un autoportrait de 1984. Elle sert de double au support en définissant j'avais oublié mon Rothko. Un test que je trouvais bien fun à faire. Vous voyez que Rothko se refuse à moi. Se refusant, on devrait poursuivre, il ne veut pas. Donc, cette bordure dans l'autoportrait, j'en ai pour une page. Elle sert de double ou support en définissant ses limites et d'emphase iconique ou de cadre, autrement dit, à la figure représentée. L'auteur y dénote les relations qu'il entretient toujours avec le modernisme, tout en s'y démarquant, puisque le sujet représenté soit lui-même, est un transfert au niveau de la pose de l'homme idéal tel qu'imaginé par Leonardo da Vinci. Dans un texte précédent, j'ai parlé d'une mise en croix, c'est-à-dire qu'on pourrait voir cette figure humaine dans l'autoportrait, donc lui-même, comme un Christ. Donc on peut voir aussi la souffrance de John comme personne, on pourrait projeter jusque-là. Des structures aussi qui reviennent dans ce petit cadre lorsqu'on a un bâton, qui est aussi un crucifix, si on veut, ou même un homme qui est en train d'avoir le même geste. La bordure et le corps agissent comme mesure au tableau. La première par les espaces internes ainsi créés, et le second par l'échelle. Les lignes pointillées servent aussi à assujettir la perspective en tant que mesure spatiale, nous forçant alors à chercher le lieu d'origine, ici le regard qui tend à sortir du tableau. C'est pourtant l'introduction du miroir brisé à la façon de l'américain Julian Schnabel. Malheureusement, le seul tableau que j'ai trouvé, c'est la période des céramiques brisées. Donc, qui créerait une problématique centrée sur le regard. Il me semble évident, comme je disais tout à l'heure, que si dans les boîtes,
L'autoportrait, c'est vraiment la reproduction photographique des yeux de John. Il s'agit évidemment du regard. On nous dit de manière iconographique que la figure humaine, c'est le regard. Et je suis en train de regarder le tableau. Et en plus, dans la même boîte, on me met un miroir. Alors, si je regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Je me vois moi-même, donc mes propres yeux, qui est la même dialectique que ici, avec le regard, mais qui est dit d'une manière picturale. En effet, le miroir survient pour la première fois dans le pastel le plus éclaté, pour revenir ensuite dans le collage le plus dispersé, c'est-à-dire celui-ci. Le miroir ne donnant plus à réfléchir à une surface unifiée, on peut comprendre que le peintre en use là où justement il tente d'éliminer le modernisme. Les boîtes seraient par conséquent les formes fermées des pastels, placées selon une composition chaotique, apparentée au miroir brisé. C'est-à-dire que le miroir se brisant sur le sol ou sur une surface, de fait crée une structure chaotique que je retrouve là sur le mur, que vous retrouvez, vous, en le regardant tout au long du mur. Lorsque l'auteur place à l'intérieur d'une boîte et un morceau de miroir et un fragment de sa photographie, il met définitivement en présence son propre reflet et sa représentation. L'œuvre de Mingola porterait sur le regard de la figure envers elle-même, soit le jeu du miroir réellement opéré. Eh bien, il y a encore d'autres choses. On est bien fatigué, on a hâte de prendre du vin. Merci beaucoup.